plus il y a une connectivité fonctionnelle neurocérébrale qui est augmentée, plus la transe peut être profonde au sens de, pas seulement de guérissante ou de transformatrice, mais ça veut dire on a plus de chances d'avoir une vision du monde qui change, en tout cas momentanément. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Avant d'accueillir l'invité de ce podcast, je vous présente le sponsor de cet épisode, la vitamine D3 de la marque Eumine. D'ailleurs, connaissez-vous la vitamine D ? Elle est indispensable pour la santé des os et contribue au bon fonctionnement des défenses immunitaires qui sont particulièrement sollicitées en hiver. Sous forme de spray, facile à absorber, la vitamine D3 d'Eumine est une source naturelle et végétale de vitamine D, en formule très concentrée pour combler les carences ou plus légère pour les enfants. La vitamine D3 d'Eumine est un allié santé idéal lorsque le soleil n'est plus là. Le petit plus, c'est que ce complément alimentaire est fabriqué en France, près de Toulouse. Si vous souhaitez découvrir cette super vitamine D3 de la marque Eumine, rendez-vous sur le site www.eumine.fr, OEMINE.fr. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais pas seulement, elle a de multiples vertus. Et ce n'est pas mon invité qui dira le contraire. Certains tombent dans la marmite de potions magiques lorsqu'ils sont petits. Lui est tombé dans la musique avant même sa naissance. Avec des parents chanteurs, il lui était difficile de ne pas se tourner vers les pratiques musicales dès son plus jeune âge. Piano, chant, puis percussion. Insatiable curieux, la musique au sens large le fait vibrer. Mais c'est finalement vers la médecine psychiatrique qu'il se tourne pour ses études. Aujourd'hui, médecin psychiatre ayant longtemps pratiqué au centre hospitalier universitaire vaudois, mon invité s'est spécialisé dans une discipline encore méconnue, la médecine psychédélique. Il est ainsi l'un des rares médecins habilités par l'Office fédéral de la santé publique suisse à pratiquer aussi cette médecine dont il va nous parler dans cet entretien. Nous évoquerons également comment il a trouvé le moyen de mêler sa passion musicale à sa pratique professionnelle dans une approche de soins innovante. Exerçant désormais en libéral, il se présente comme psychiatre musicien. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose celui qui est aussi un ami pour évoquer les effets, les bienfaits de la musique sur notre cerveau et nos états de conscience. Bonjour Vincent Lioda. Bonjour Anne, merci beaucoup, je suis ravi d'être avec toi. Alors, je suis ravie aussi parce que tu le sais peut-être pas, parce que tu n'as pas forcément le temps d'écouter des podcasts, mais je te cite assez souvent en disant « J'ai un ami qui est médecin psychiatre en Suisse ». Je dis pas toujours ton nom. La dernière fois, dans une interview, j'ai donné ton nom, j'ai dit Vincent Lioda. Et voilà, maintenant tu es démasqué, tu es là aujourd'hui avec moi. Comment tu te sens ? Très bien, je suis très content d'être là. Merci de me citer comme ça dans l'ombre et aujourd'hui un peu plus en lumière. Donc merci pour ça. Vraiment avec joie. Alors, je le disais en introduction, tu es à la fois artiste, médecin psychiatre ou psychiatre musicien. Ce sont deux casquettes qui peuvent sembler en tout cas très différentes. Toi qui baignais dans la musique depuis toujours, qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers la psychiatrie lorsque finalement tu as dû choisir à un moment donné une voie professionnelle ? Tu avais commencé la musique, je crois. En fait, j'ai hésité à me lancer dans une carrière musicale et puis finalement, je me suis tourné vers des études universitaires. Et puis, j'ai commencé par étudier l'ostéopathie, quelque chose de très corporel en fait. J'ai aussi étudié les maths et la physique un petit peu. Et puis, à un moment donné, je me suis tourné vers la médecine. Et puis, au cours de mes études universitaires, j'étais plus intéressé par le vécu des patients. Qu'est-ce qu'eux vivent à l'intérieur d'eux, plutôt que la technicité. Donc, j'ai toujours eu cette écoute humaniste, mais aussi scientifique. Et puis, finalement, je suis devenu psychiatre. Oui. Oui, parce que c'est pas neutre d'être médecin psychiatre. C'est combien d'années d'études en Suisse ? Alors pour le diplôme de médecine, c'est 6 ans et demi. Et puis pour la spécialisation, c'est encore 6 ans.
Je précise qu'en Suisse, on est tous psychiatres et psychothérapeutes. Ça veut dire qu'on fait une double formation. C'est assez rare, je pense, dans le monde de la médecine. Donc, pour la spécialisation, on suit un institut de psychiatrie et un institut de psychothérapie, et on a un double titre. Alors c'est bien de le préciser parce qu'en France c'est un peu différent, donc on a beaucoup d'auditrices françaises et d'auditeurs, on a aussi évidemment beaucoup de gens qui nous écoutent de Suisse, de Belgique, et puis partout de francophonie, puis partout dans le monde, des personnes qui sont francophones et qui sont installées un peu partout dans le monde. D'ailleurs on vous fait un petit coucou, vous qui nous écoutez. Mais c'est intéressant de voir la différence parce que tu viens de le dire, vous êtes aussi psychothérapeute, ce qui n'est pas forcément le cas en France quand on est psychiatre. Oui, exactement. C'est une différence. Hein. Oui, c'est historique. C'est au début du XXe siècle, ça a été décidé dans la corporation des médecins, des psychiatres, que ce soit obligatoire. Il y a eu une votation, c'était pas si clair au départ. Oui. Et vraiment, ça en fait un très beau métier parce qu'on a les deux ailes. L'aile médicale, biopsychosociale, des sciences, de la médecine basée sur les preuves. Et puis on a aussi tout l'empirisme de la relation et de l'écoute profonde, de la singularité. Donc vous-même, dans ce cadre-là, j'imagine que vous êtes conduit à avoir votre propre analyse qui est faite également ? Oui, aussi, exactement. Une expérience personnelle. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas des médecins psychiatres français. Bon, j'en sais rien. Est-ce que tu imaginais à l'époque de pouvoir relier ta passion de la musique, puis on va voir comment, à ton travail de psychiatre ? Aucunement. Aucunement ? Non, ça a vraiment émergé ces dernières années de manière surprenante et merveilleuse. Comment est-ce que tu t'es aussi intéressé aux états modifiés de conscience ? Parce qu'on va en parler, que ce soit à travers la médecine psychédélique. D'ailleurs, comment tu te définis ? Tiens, aujourd'hui, je le disais au début, tu te définis comme un musicien psychiatre, un psychiatre musicien, ou en fait, ça dépend des casquettes et puis de tes activités ? En fait, c'est plutôt le public qui m'a défini, à dire vrai. Oui. Quand j'ai lancé mes activités musicales, de méditation sonore, d'immersion sonore, en 2021, moi j'ai essayé de séparer les activités entre l'activité de psychiatre, psychothérapeute et puis l'activité du musicien artiste de trance, artiste sonore. Et puis au final, c'est le public qui a commencé à me définir ainsi. Et d'ailleurs, c'est un journaliste le premier qui m'a nommé le psychiatre musicien qui fait vibrer le corps et l'esprit. Donc en fait, la première fois que je suis apparu dans les médias, je suis apparu sous cette appellation-là et sous ce titre. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Et depuis, je suis un peu devenu le psychiatre musicien. C'est ça. Tu parlais à l'instant de la transe. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser justement dans ta pratique aux états modifiés de conscience et aux états de transe ? Est-ce que c'est venu pareil petit à petit ? Qu'est-ce qu'il y a eu sur ton chemin à ce moment-là ? Alors ça, c'est depuis tout petit que je m'intéresse à la conscience, aux expériences de conscience extraordinaires et que je me pose des questions sur cette construction interne qu'on a. Et puis à l'adolescence, j'ai commencé à explorer ces champs-là. À l'époque, j'étais étudiant... Ces champs-là dans presque les deux sens du terme. Hein. Ah oui, tout à fait, les deux champs en même temps, les champs en parallèle. Oui. À l'époque, j'avais 19 ans, je suis rentré à la Haute École d'ingénierie de Zurich, et puis pour étudier les maths et la physique. Et puis en même temps, j'ai commencé la méditation zen japonaise. Donc le matin, je me levais très tôt, j'allais d'abord méditer dans une structure, et ensuite j'allais étudier les maths et la physique. Donc ça a commencé un peu comme ça, l'exploration des états de conscience modifiés, mais aussi de la connaissance et de la science pour comprendre tout ça. C'est intéressant quand tu dis ça, ça fait écho avec une interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps d'un neuroscientifique, docteur en neurosciences, Albert Moukébert, et qui disait que ces notions de cerveau droit, cerveau gauche, très enfermantes, étaient fausses. Maintenant, on le sait, ce sont des idées reçues. On le voit très bien avec toi, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait s'intéresser à des matières scientifiques, ce que tu disais à l'instant, et en même temps être dans des formes beaucoup plus relâchées de créativité. C'était ton cas, déjà très jeune en fait. Oui, et puis tout à l'heure j'ai mentionné que j'avais étudié un peu l'ostéopathie. Oui. C'est pas pour rien, c'est parce que l'ostéopathie c'est aussi une discipline corporelle. On travaille avec les mains, on est en connexion avec le corps et le corps de quelqu'un d'autre. Et c'est très important comment on utilise l'ensemble du corps, pas seulement des connaissances cognitives, des théories, des abstractions, mais comment on intègre tout ça dans un mouvement de corps et de conscience. Oui, donc ça c'est dans ta pratique justement, comment est-ce que les états modifiés de conscience se sont invités en libéral, hein. Là je parle de ta pratique en cabinet. Alors c'était un long chemin avant que ça s'invite dans ma pratique de médecin, notamment en libéral.
J'ai toute une Alors j'imagine qu'à l'hôpital, non, évidemment, c'était Oui. pas très présent. Exactement. Donc, il a fallu que je quitte le milieu académique pour que je puisse vraiment implanter dans ma pratique de médecin psychiatre, de psychothérapeute, euh, les accompagnements avec les états de conscience modifiés. Avant ça, j'étais en institution, donc je suivais le fil des institutions. Mm. Et puis, mais avant que les pratiques en état de conscience modifié s'invitent dans ma pratique de médecin, elles se sont invitées dans ma vie. Donc, dès l'adolescence, j'ai pratiqué beaucoup de techniques en état de conscience modifié, que ce soit par la méditation, par le jeûne, par le souffle, par la musique, par la danse, et puis par des combinaisons. Donc, j'ai vraiment beaucoup expérimenté les états de conscience modifiés, beaucoup de techniques. Pour toi, d'ailleurs, des états de conscience modifiés, c'est la même chose qu'une transe? Oui. C'est un synonyme? Pour moi, oui. Oui. Tu avais cette conscience parce que quand même, tu étais très jeune pour t'intéresser à tout ça, hein, très à la fois précurseur, pionnier, et puis naturellement, c'est-à-dire que j'imagine que personne t'avait véritablement enseigné sur le sujet. Aucunement. Oui. J'ai fait un voyage à 19 ans au Mexique sur les traces de Carlos Castaneda, du chamanisme, de ce chamanisme-là. Je sais pas, j'étais intéressé par ça, et donc je suis parti au Mexique et j'ai été invité à une cérémonie de peyote. Donc je savais déjà ce que c'était, puisque j'avais étudié ça en sciences philosophiques et en sciences religieuses. J'étais déjà intéressé par ces aspects-là. Et en fait, au moment où on me demande, au moment où on me dit « Soyez le bienvenu dans notre cérémonie », en fait, j'ai senti que c'était pas le moment. Donc j'ai regardé les officiants, je les ai remerciés de l'invitation et je leur ai dit « Écoutez, ce dont j'ai besoin, c'est de connaître votre tradition et la plante. » Donc le peyote, c'est un cactus qui contient un hallucinogène puissant, un psychédélique, oui, plus qu'hallucinogène, je me suis trompé sur le mot, oui. Une substance psychédélique qui s'appelle la mescaline. Et puis moi, à ce moment-là, je leur ai dit, je vous propose de me donner des cactus, je vais les cultiver. Il faut à peu près 5 ou 6 ans pour cultiver une dose pour 1 ou 2 personnes. J'ai dit, pendant ces 5 ou 6 ans, je vais maturer le projet de rentrer dans ce champ-là. C'était une grande sagesse quand même. Hein. Oui. Et alors ? Alors, les cactus sont arrivés chez moi en Suisse. J'ai commencé à les cultiver. Et puis, j'ai une petite anecdote très sympathique. Ma mère, quand elle venait dans ma chambre, elle me disait « Tes yuccas, là, ils vont pas très bien. » Puis je lui dis « Maman, c'est pas des yuccas, ce sont des cactus. » Et puis, finalement, j'ai pas fait attention au fait qu'elle me disait qu'ils allaient pas bien. J'ai plus fait attention qu'elle les nommait mal. Jusqu'à ce que je me dise « Quand même, il faut que je regarde s'ils vont mal. » Et c'était trop tard. Elle avait raison. Elle avait perçu l'état de mes plantes. Et puis moi, j'ai mis un peu plus de temps à m'en rendre compte. Donc en fait, j'ai pas réussi à faire la culture. Donc tu n'as pas expérimenté à ce moment-là. Exactement. Ouais. Je ne suis pas rentré dans le champ. Mais la plante te disait peut-être encore plus de sagesse pour aller m'expérimenter. Exactement. Ouais. Comment ça s'est déroulé après ta rencontre justement avec les substances psychédéliques ? Alors, c'est revenu plus tard, parce que là, tu dis, tu avais 19 ans, tu as attendu 6 ans, donc tu étais étudiant en ostéopathie, puis après en médecine. Donc après, tu es rentré dans le tunnel médical, à un moment donné, j'imagine. Oui, exactement. Oui. Et puis, moi, vraiment, c'est important pour moi de lire, j'ai beaucoup expérimenté beaucoup d'états de conscience modifiés, notamment avec aussi des pratiques corporelles. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode des substances psychédéliques, et puis les substances psychédéliques donnent une idée que l'accès au champ de conscience modifié, mais en fait, il est propulsé par une substance qui agit un peu toute seule. Oui, on va beaucoup en parler de ça. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est important qu'on expérimente beaucoup de choses. La difficulté des psychédéliques, même si on en parle librement, c'est que c'est toujours très contrôlé. Donc dans ma pratique de médecin, j'ai le droit de prescrire seulement à des patients suisses sous haute autorisation du gouvernement. Donc ce n'est pas une pratique libre, c'est une pratique exceptionnelle. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et évidemment, il y a tout l'enjeu de savoir est-ce que les prescripteurs doivent avoir l'expérience de ce qu'ils prescrivent. Il y a tout un débat mondial à ce sujet. Comme les psychédéliques sont tous interdits quasiment partout dans le monde, ils sont classés comme stupéfiants. Donc c'est difficile de parler, de dire qu'est-ce qu'on expérimente, parce que ça veut dire que dès le moment où on expérimente, on a expérimenté dans des pays où c'était autorisé ou loin de nos lois. Merci pour cette précision. Je rappelle que ce sont des substances qui ne sont pas autorisées, par exemple en France, dans beaucoup de pays d'Europe.
effectivement, il y a des personnes qui vont faire aussi des expériences en Amazonie ou dans d'autres cultures. Quand on parle de substances psychédéliques, d'abord, de quelles substances parle-t-on? Alors les substances psychédéliques au sens strict, ce sont des substances qui agissent sur le système nerveux central, sur des circuits qui sont régulés par la sérotonine. Ils agissent particulièrement sur un des récepteurs à la sérotonine. Donc en fait, ça modifie les circuits régulés par cette neurohormone dans le cerveau qu'on appelle la sérotonine. Oui. Par exemple, les substances phares des psychédéliques, c'est le LSD. Qui a été découvert en Suisse. Exactement, par Albert Hofmann en 1943. On pourra parler de LSD et de ce qui se passe derrière le LSD, c'est très important. Il y a la mescaline, il y a la substance active de l'ayahuasca, qu'on appelle la DMT, une tryptamine. Voilà, ça, ce sont les substances principales. Il y en a d'autres. Alors, tu l'as bien dit, le LSD est né ici en Suisse, hein, comme tu viens de l'expliquer. Qu'est-ce qu'il apporte finalement à l'Occident? On a le sentiment que le LSD est vraiment la substance en fait qui nous correspond plus qu'à d'autres peuplades. C'est-à-dire qu'on parlait de certaines plantes qui étaient pour certains peuples, et puis le LSD, alors voilà, c'est une alliance chimique, mais est-ce que ça correspond plus finalement à notre façon de voir la médecine, à notre façon de voir les choses, et en tout cas les expériences d'ouverture de conscience peut-être ici? Oui, le LSD est passionnant d'un point de vue socioculturel. Effectivement, il a émergé dans notre technologie, de chimie, de médecine. Et puis, ça ouvre des nouveaux champs de conscience, en fait. Et puis, ce que ça ouvre aussi, c'est des dialogues avec la médecine ancestrale. Et puis, ces deux dialogues entre médecine ancestrale, médecine moderne, académique, basée sur les preuves, en fait, c'est un dialogue entre science, statistique. On doit pouvoir reproduire les faits avec plus quelque chose de l'art, de l'expérience et de la nuit des temps. Et puis, le LSD a une particularité, de la même manière que l'anesthésie a une particularité par rapport au champ de conscience ou au nouveau champ de conscience qui émerge. Tu veux dire l'anesthésie quand on est au bloc opératoire, par exemple? Exactement. Donc l'anesthésie, c'est une nouvelle technologie qui est apparue dans la médecine moderne, qui est basée d'ailleurs sur le curare, qui vient de l'Amazonie. Et puis, une des choses qu'on a observées, pas seulement liées à l'anesthésie, mais principalement, c'est les états de mort imminente, ou les near-death experiences, les NDE. Et puis, autour de la mort, en tout cas en Occident, on a commencé à avoir beaucoup de récits de ce type d'expérience. Puis je trouve ça très intéressant parce que si on lit par exemple le livre tibétain de la vie et de la mort, où on lit un peu ce que les bouddhistes tibétains disent autour de la mort, ils parlent pas des états de mort imminente. En fait, il y a peut-être un cas qui est connu, mais en fait, eux, ils accompagnent le passage de la mort, dans le livre tibétain des morts par exemple, où ils chuchotent des prières à l'oreille du mourant pour l'aider à rentrer dans la grande conscience. Ce qu'on ne sait pas faire chez nous. Ce qu'on fait peu ou pas, mais qui est moins codifié chez nous. Il y a des gens qui le font sûrement spontanément. D'ailleurs, ma mère, lorsque son père était mourant, au moment de la mort de son père, elle a eu l'idée de chanter. Donc elle a accompagné la mort de son père de manière complètement spontanée. Ça lui est venu, elle a chanté. Donc on a aussi des formes spontanées, on va dire, d'accompagnement juste au moment de la lueur de la mort. Mais c'est vrai que les bouddhistes tibétains, notamment, et puis l'Asie aussi, avec la méditation, ils ont une connexion à la mort et à la mourance, sur le plan spirituel, qui est très documentée et très développée. Effectivement, on a un peu moins ça chez nous, ou on avait moins ça. Et eux, bien qu'ils soient très intéressés ou très documentés autour de la mort, et de ce qui se passe au niveau de la conscience autour de la mort, ils n'ont pas de récit ou pas de connaissance de ce phénomène. Soit que ce phénomène n'existe pas dans leur culture, soit qu'alors c'est pas documenté. Et nous, avec l'anesthésie, on a beaucoup de ces récits. Donc c'est un champ de conscience, d'expérience autour de la mort que l'Occident a créé, on pourrait presque dire comme ça, ou que ça émerge en Occident. Et ce qui est beau, c'est de pouvoir faire dialoguer les cultures. Au même titre, le LSD a émergé en médecine occidentale, dans un laboratoire de chimie. Et puis, effectivement, il y a déjà des substances qui ressemblent, donc des substances psychédéliques qui ressemblent au LSD, qui existent dans la médecine ancestrale ou dans les traditions ancestrales. Mais le LSD a émergé chez nous. Et moi, je trouve qu'il crée un champ de conscience particulier et qu'effectivement, c'est à notre culture de vraiment comprendre qu'est-ce que ça fait émerger. Et une des choses que moi,
en tant qu'artiste aussi, je vois dans l'émergence de ce que le LSD peut faire émerger, c'est que puisque le LSD, on crée un champ de médecine psychédélique où on va utiliser de la musique, puisque pratiquement tous les lieux sur Terre où il y a des substances psychoactives fortes qui sont utilisent la musique. Moi, j'ai un peu l'idée que ça va réintroduire de l'art en médecine, parce qu'on n'arrivera pas à codifier la musique pour faire de la recherche scientifique, qu'on puisse reproduire tous les effets de la musique. Dans la musique, il y a vraiment quelque chose d'artistique, d'art, de spontané. Et donc, moi, j'ai un peu comme ça le vœu et le rêve que l'usage du LSD va plus introduire l'art dans la médecine plutôt que les pensées processuelles, analytiques de reproduction. Comment est-ce que tu vois ça d'ailleurs ? Est-ce que ce serait facile de le codifier ? Parce que est-ce que c'est justement... toi, tu fais les deux, donc dans ton cas, c'est un peu différent parce que tu es à la fois le médecin et l'artiste. Donc dans ta pratique en cabinet, tu rajoutes la musique. Mais on peut imaginer des alliances où il y a des musiciens qui pourraient venir accompagner des médecins. Comment tu vois les choses, toi ? Oui, ça serait magnifique d'imaginer que, effectivement, dans un espace de soins, il y a le médecin, le thérapeute psychédélique qui est là pour conduire la séance et les aspects thérapeutiques, et puis le musicien qui vient en renfort ou peut-être parfois en guide principal collaborer dans ce champ-là. En chirurgie, on a le chirurgien qui opère, mais on a beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans le champ chirurgical, parce qu'il faut d'autres personnes qui aident, qui participent d'une certaine manière. Alors oui, il y a le geste in fine chirurgical qui est le haut geste de la salle de chirurgie, mais en fait, il y a plein d'autres activités qui sont très importantes pour que ça puisse avoir lieu. On pourrait imaginer qu'introduire un musicien dans le champ de conscience de la thérapie cellulaire serait magnifique comme dialogue avec les médecins. Alors on le remet dans le champ de conscience encore une fois à travers cette interview. D'ailleurs, le sonothérapeute François-Marie Dru intervenait à l'Institut Raphaël autour du cancer du sein à Paris, par exemple. Donc il y avait des cellules un peu plus intégratives où ça doit exister, j'imagine, à d'autres endroits dans le monde. Alors Vincent, tu nous as parlé un petit peu de comment tu as découvert tout ça, mais ensuite, comment est-ce que tu as introduit en fait cette médecine, en tout cas les psychédéliques, dans ta pratique concrète en libéral ? Alors, c'est tout un processus. Et avant d'introduire les psychédéliques dans ma pratique de médecin, dans mon cabinet, j'ai d'abord introduit la musique et les états de conscience élargis, les états de conscience modifiés. Donc, pour ce faire, j'ai dû quitter les institutions, en fait. Il faut savoir qu'en 2000, quand j'étais jeune assistant, jeune médecin hospitalier, j'ai posé un diagnostic d'expérience de mort imminente, de NDE, Near Death Experience. Et puis, j'ai dû annuler ce diagnostic ou ce descriptif car ce n'était pas reconnu par la médecine académique. Donc, j'ai dû supprimer ça du dossier de la patiente qui avait effectivement fait une NDE. On est en l'an 2000. Tu étais un jeune psychiatre d'une trentaine d'années, quoi. Exactement. C'était vraiment le début de ma carrière, de ma spécialisation. Et ensuite, en 2004... j'ai proposé de faire de la recherche en sciences psychédéliques, faire de la recherche avec des substances psychédéliques, et ça m'a été interdit aussi. Donc évidemment, avec déjà une connaissance des états de conscience modifiés, une volonté d'introduire les états de conscience modifiés et les expériences extraordinaires, en tout cas les vécus d'expériences extraordinaires déjà, et puis ensuite faire de la recherche pour voir l'utilité thérapeutique, notamment du LSD ou des substances psychédéliques, mais en fait, à l'époque, c'était interdit. Donc en fait, voilà, il a fallu qu'à un moment donné, une fois que j'ai fini ma spécialisation, je suis resté 10 ans en milieu hospitalier. Et quand j'ai ouvert mon cabinet, j'avais donc plus de liberté. Et la première chose que j'ai fait dans mon cabinet, c'est que j'ai passé de la musique à mes patients. Je ne l'ai pas joué en direct, donc j'avais des morceaux choisis. J'imagine pas à tous tes patients. Exactement. Donc, occasionnellement, selon l'état émotionnel du patient, je choisissais un morceau qui me venait à l'esprit et puis j'avais toute une installation sonore. En un clic, je pouvais passer un morceau. Je faisais un petit peu de ce que j'ai appelé le DJing thérapeutique. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années, souvent, pas à tous mes patients, évidemment. Ensuite, j'ai introduit la respiration holotropique. Donc, ça, c'est une technique thérapeutique basée sur la modification du souffle qui permet d'atteindre des états de conscience élargis, modifiés, avec parfois une valence thérapeutique. J'ai publié un petit article d'ailleurs sur un effet thérapeutique de cette
de cette technique. Donc j'ai aussi pratiqué donc la respiration holotropique. Qui venait de Stan Grof, qui lui-même était psychiatre, non? Exactement. Donc c'est assez magnifique parce que Stan Grof était un psychiatre d'origine tchèque qui a ensuite émigré aux États-Unis et qui a été un petit peu le monsieur LSD des années 60. Oui, on refait le lien avec le LSD. Oui. Exactement, le lien est magnifique parce que lui, il a dû arrêter les recherches avec le LSD parce que ça a été interdit et il a développé la respiration holotropique et moi j'ai appris la respiration holotropique et maintenant je pratique avec le LSD. On reparlera d'ailleurs plus tard dans l'interview du lien, parce que tu as parlé des expériences de mort imminente là, au début de ta pratique, et on y reviendra aussi tout à l'heure. Oui, volontiers, c'est très important. Oui. Donc une fois que j'ai intégré la respiration holotropique, les états de conscience modifiés à mon cabinet, eh bien, ça a été le moment de l'avènement des nouvelles permissions, autorisations exceptionnelles pour pratiquer la médecine psychédélique. Et donc j'ai introduit ça à mon cabinet, et en parallèle de tout ça, la musique, j'ai commencé en fait à développer le concept, le procédé d'immersion sonore. Du coup, j'offre des séances occasionnellement sous substance psychédélique et je fais de la musique en même temps. Donc ça, on va dire, c'est la... Là, tu parles du cadre médical, toujours. Oui, oui, donc dans le cabinet, en fait, pour guider une séance sous substance psychoactive, la majorité des lieux qui font ça, que ce soit médical, que ce soit chamanique, que ce soit rituel, que ce soit religieux ou autre, il y a toujours de la musique. C'est pas toujours codifié quel type de musique. Il y a des musiques qui sont codifiées à certains moments, dans l'ayahuasca par exemple, avec les Icaros, etc. Mais dans d'autres lieux ou d'autres contextes, on met toujours de la musique. Donc il y a une idée que pour guider une séance, ou pour la soutenir, ou pour transformer un peu un état de conscience vers un autre, on va jouer de la musique ou faire de la musique d'une manière ou d'une autre, en groupe, en solo, etc. Et comme je suis musicien et que je fais les immersions sonores, en fait, moi j'ai introduit de jouer de la musique en direct, de chanter notamment aussi, lors des voyages sous substance à mon cabinet. Pourquoi d'ailleurs, d'un point de vue thérapeutique, aujourd'hui, ça revient un peu sur le devant de la scène? Alors, peut-être expliquer l'anecdote, justement, pourquoi le LSD avait été mis de côté et pourquoi finalement toutes ces substances ont été assez longtemps mises sous le boisseau et peut-être pourquoi ça revient maintenant. Alors c'est très compliqué de répondre, il y a des enjeux politiques et socioculturels derrière l'usage des psychédéliques de tout temps. Oui. Ça fait des millénaires que les substances psychédéliques sont utilisées par les êtres humains. Ça fait aussi des millénaires qu'on utilise la musique. Donc l'usage de la médecine psychédélique ou des substances psychédéliques et puis l'usage de la musique sont probablement assez contemporaines et dans la nuit des temps. Ça, pour moi, c'est important de préciser, puisqu'après, je vais parler de la musique et du soin psychédélique, et aussi de la musique comme outil de transe. À un moment donné, dans les années 60, pour différentes raisons, les psychédéliques ont été interdits, ont été classés comme stupéfiants. Beaucoup de gens ont pensé que les psychédéliques créaient des dépendances, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, pas de dépendance physique. Après, il peut y avoir des dépendances socioculturelles à des comportements de consommer régulièrement pour fuir quelque chose ou pour aller ailleurs. Mais sur le plan formel, il n'y a pas de dépendance. Donc il y a beaucoup eu de mauvaises images des psychédéliques. Vu comme des drogues, oui. Donc avec ce côté addiction, effectivement. Exactement, parce que le côté drogue, il contient le mot addiction, et il contient aussi le mot perte de contrôle. Et puis, depuis quelques années, il y a un nouvel avènement dans le monde scientifique, mais pas seulement. J'aimerais préciser que c'est dans le monde clinique que c'est arrivé. L'usage des psychédéliques a repris auprès des patients, dans des suivis faits par des psychiatres ambulatoires, donc pas dans des institutions, pas dans des universités. Ça se passe en Suisse en 1988. Il y a un petit groupe de psychiatres, 2 ou 3, qui ont eu des autorisations par le gouvernement de donner du LSD et de la MDMA. La MDMA, c'est aussi une substance qui est proche des psychédéliques. Donc on va considérer qu'elle fait partie de la médecine psychédélique. Et ils ont traité des patients de 1988 à 1995, pendant 93, pendant 5 ans, ils ont déjà traité des patients. Donc il faut se rendre compte que dans le monde, l'usage des psychédéliques est complètement interdite. Il n'y a aucune recherche scientifique à ce moment-là. Et dans un petit village celte, cette fois-ci,
Ouais. Il y a des villages gaulois résistants en France, il y a des villages celtes résistants en Suisse, on va dire comme ça. En fait, ils ont eu une pratique clinique non scientifique, empirique, pendant 5 ans. Puis ce programme a été stoppé à ce moment-là, puis repris depuis 2014. Donc en Suisse, depuis 2014, il y a un programme très contrôlé d'usage clinique, non pas des recherches scientifiques, mais directement avec de les pratique. patients, de pratique clinique. Ça fait 10 ans maintenant. Donc c'est exceptionnel. Il y a la même chose, je crois, aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays. Alors je ne connais pas exactement toutes les régulations dans les autres pays, mais de manière aussi pionnière, il n'y a que la Suisse à ma connaissance. Oui. Et puis maintenant, ça s'ouvre aussi. Il y a des endroits ou des États où il y a certaines autorisations d'usage des psychédéliques en clinique. En recherche, maintenant, c'est un peu plus ouvert. Il y a plus de recherche. C'est plus facile pour ouvrir la recherche en sciences psychédéliques actuellement. Tu suis justement ce mouvement d'études cliniques suisse, toi, de près? Oui. Tu fais partie du groupe de travail? Oui. Ouais. Ce sont des collègues. Ouais. Et ces pionniers-là sont des collègues directs. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse et pour justement quel type de pathologie? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que ça permet en fait d'autoriser? Tu vois, j'allais dire de guérir, mais en fait on sait que c'est pas forcément justement la substance qui guérit. J'aimerais bien que tu expliques peut-être les mécanismes. Alors je vais citer 2 études pilotes qui ont été faites en 2012 en Suisse par ces 2 psychiatres qui sont donc des psychiatres privés en libéral. Un utilisait principalement le LSD et l'autre la MDMA. Donc en te donnant ces 2 exemples de recherche pilotes, en 2012 déjà, ça te donnera une idée de comment on utilise les psychédéliques. Alors le LSD a été utilisé pour montrer en fait, pour abaisser le seuil d'anxiété face à la mort. En particulier, en soins palliatifs, les questions de mort sont très prégnantes. Et puis, la notion de mort et de comment on se prépare à la mort peut générer beaucoup d'angoisse. Et quand on est angoissé, on régule moins bien les douleurs totales, morales et physiques. Et puis c'est comme si le système s'emballe, quoi. Exactement. Et puis pour juguler la douleur totale en soins palliatifs, on utilise beaucoup la morphine. Et puis la morphine, elle est formidable. D'ailleurs, c'est aussi un stupéfiant qui était interdit. Et puis tôt au XXe siècle, ça a aussi été autorisé. Donc en fait, la morphine a suivi avec peut-être 100 ans d'avance ce qu'on est en train de vivre avec les psychédéliques aujourd'hui. Intéressant. Ouais. Donc personne ne se pose la question si c'est bien de prescrire ou pas la morphine. La morphine est admise totalement. Un des problèmes de la morphine, c'est qu'au bout d'un moment, ça crée des états confusionnels chez les patients qui en reçoivent. Et ça baisse la qualité de vie et les forces cognitives. Donc en donnant du LSD, on peut parfois guider une expérience mystique profonde, une autre vision du monde et une autre compréhension de la vie. Et donc, après avoir vécu une expérience spirituelle profonde, ça peut diminuer l'angoisse de mort. Si l'angoisse de mort est diminuée, l'anxiété générale est diminuée, les seuils de douleur changent et on a moins besoin de morphine. Donc c'est très élégant comme usage. Une séance sous LSD c'est pas du 100%, c'est pas automatique, mais peut vraiment diminuer les compréhensions autour de la mort et les angoisses, et donc favoriser une qualité de fin de vie. On diminue la morphine, du coup, et donc il y a moins d'états confusionnels, donc il y a plus de présence cognitive et générale du patient pour la qualité de sa fin de vie. Et puis la deuxième, l'autre psychiatre qui a fait ça, lui, il a utilisé la MDMA pour traiter les traumas. Parce que la MDMA, donc c'est une substance très proche des psychédéliques, en fait, elle va éteindre la zone du contrôle de la peur. Donc quand on éteint ça, on peut mieux revisiter et travailler autour des traumas profonds. Donc l'usage de la MDMA, elle est reconnue pour les traumas complexes, le LSD pour l'anxiété, les angoisses au sens général, les angoisses de mort. Et puis on utilise aussi les psychédéliques pour les troubles dépressifs, les troubles anxieux. On essaye de les utiliser pour certaines addictions. Et puis il y a une particularité de l'usage du LSD, c'est pour les algies vasculaires de la face, en anglais cluster headaches, c'est ces douleurs de la tête et du visage liées à des problèmes vasculaires qui sont très 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 douloureuses. En fait, le LSD a montré une efficacité. Ce que j'entends, et j'aimerais bien que tu me corriges si c'est faux, c'est que en permettant un autre état, ça permet à certaines effectivement guérisons de se processer, parce que ça met la personne dans un état d'esprit un peu différent. Et si je prends une autre analogie qui est très jungienne, c'est que dans le
processus des alcooliques anonymes, qui a donné lieu à beaucoup d'associations. Vous pouvez trouver, je dis ça pour les auditeurs, je dis pas ça pour toi, je sais bien que tu sais tout ça, Vincent, qui a donné lieu aux boulimiques anonymes, etc. Dans les 12 étapes, il y a une étape à un moment donné qui est celle d'une forme d'ouverture de conscience où on essaye d'inviter quelque chose qui fait qu'il y a une transformation qui est possible. Est-ce que ce serait finalement ce même type de processus qui est un état de conscience modifié, une espèce d'état, entre guillemets, de transe, qui permet autre chose? Alors, oui. Est-ce que c'est clair, posé comme ça, comme question, pour toi? Oui. D'ailleurs, je vais juste faire une petite remarque sur les deux fondateurs des Alcooliques Anonymes. J'ai oublié leur nom. Il y a un patient et un psychiatre. Oui. Et c'est né aux États-Unis. Oui. Et un des deux, ou les deux, ont consommé du LSD. Et quand je dis ça, c'est pas pour faire la publicité pour les substances psychédéliques, mais c'est pour dire que des fois, pour un peu créer une secousse ou ouvrir une porte, il faut passer par les trans. Et je vais répondre à ta question sur les trans. Le psychédélique, ça veut dire qui manifeste l'esprit ou l'âme. Et puis ce mot, il est arrivé en disant que ça allait manifester en fait l'âme des êtres humains. Et puis quand on regarde ce qui se passe sur un cerveau et sur la conscience quand on consomme des psychédéliques, mais pas seulement, des états de transe aussi, mais je vais rester sur les psychédéliques, mais ça parle aussi pour les trans en général. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va diminuer la perception habituelle qu'on a du monde, nos croyances, nos systèmes qui forgent notre réalité. En fait, ça va aplanir ce filtre qu'on a. Et puis, en fait, ça va aussi permettre au cerveau d'être régulé différemment. Ça veut dire que les couches du haut, notamment les couches cognitives, sont éteintes. Et puis, il y a moins ce contrôle du haut vers le bas des couches hautes et profondes du cerveau. Et le cerveau, les couches plus basses du cerveau sont beaucoup plus actives et elles informent le haut. Donc, c'est comme si, quand on est en transe profonde, pas seulement sous psychédélique, j'aimerais vraiment bien préciser ça, c'est très important de comprendre que ce qu'on dit sur les psychédéliques, c'est aussi valable pour tout état de transe. Après, il y a des états de transe plus profonds que d'autres. Donc, en fait, ça aplatit la représentation du monde et ça permet aux couches profondes du cerveau de donner des informations plus haut, dans les couches hautes. Et dans les couches hautes, il y a la cognition. Donc en fait, quand on éteint la cognition et les représentations fortes que le mental et les cognitions donnent, en fait, on arrive à d'autres compréhensions et d'autres connexions. C'est pas seulement une connectivité fonctionnelle qui change, mais il peut y avoir des insights, pour répondre à ta question, il peut y avoir des compréhensions profondes qui amènent des changements de perspective et de vie. Et donc, parfois, ça peut réduire certains symptômes. Comme une forme de surgissement. Oui, c'est ça. Exactement. Quand tu parles justement de transe, de niveaux de transe différents, comment toi tu pourrais les qualifier et nous donner peut-être des exemples de certaines pratiques qui permettent d'entrer dans des profondeurs plus importantes, où c'est pas forcément lié à la pratique, mais à l'état lui-même qui peut aller plus loin en fonction de certaines pratiques. Je pense au derviche tourneur, au soufi, l'hypnose, évidemment la musique, on va en reparler longuement, etc. Alors, j'aimerais d'abord préciser qu'il y a des trans spontanées qui arrivent à tout un chacun ou qui peuvent arriver, qui ne sont pas liées ni à la pratique, ni au niveau de pratique. L'être humain est doué de cette possibilité-là spontanée. Et il y a un grand moyen de vivre des trans profondes que les gens peut-être n'appellent pas ça comme ça, c'est le lien à la beauté. Oui. Donc la beauté, on s'y prépare pas, elle surgit, on la rencontre, on est touché et ça peut être très profond. Donc la beauté peut vraiment amener des trans extrêmement profondes, des états de conscience modifiés. Mais comme des fois ce sont des... L'amour. Oui, l'amour. Un état de haute sexualisation, de sexualité. On change d'idée, on change de comportement, on fait d'autres choses. Donc il y a plein de trans spontanées. Voilà. Et puis ensuite, il y a toute une science des trans. On pourrait appeler ça la technologie du sacré. Et puis pour modifier le champ de conscience de manière assez sûre, ça veut dire de manière efficace, avec aussi une sécurité d'emploi, il y a en gros 6 technologies. Il y a la méditation, il y a la musique, il y a la danse, il y a les psychédéliques, les substances psychoactives, et il y a
euh, l'hyperstimulation des sens, comme par exemple les flagellations dans certaines pratiques religieuses, l'hypostimulation, comme les jeûnes ou les dark rooms, les chambres noires dans lesquelles on se prive de tout le sens de la vision et même du son. Je crois que j'ai cité les 6. Oui. Et moi, comme je dis, je rajoute souvent une autre technologie du sacré, naturel et spontané, c'est le lien à la beauté. Puis maintenant, par rapport au degré de profondeur des trans, c'est très difficile de dire. Je pense que ça dépend du cadre. Donc, pour vivre une transe, ça va dépendre de la préparation de celui qui veut faire l'expérience, de ses représentations. Ça va dépendre du cadre où il va s'adonner à ses pratiques. Et puis, ça va dépendre du guide, de la personne qui guide et de l'usage de la technique. Puis, ça va dépendre du groupe si on fait ça en groupe. Donc, en fait, il faut 4 facteurs pour créer une transe. Et puis, c'est comment ces facteurs sont réglés et l'expérience de la personne qui veut vivre une expérience qui va dire si la transe est profonde ou pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire profond? Ça veut dire plus il y a une connectivité fonctionnelle, neurocérébrale qui est augmentée, plus la transe peut être profonde au sens de, pas seulement de guérissante ou de transformatrice, mais ça veut dire on a plus de chances d'avoir une vision du monde qui change, en tout cas momentanément. Ça ne veut pas dire qu'on est plus guéri, qu'on va aller mieux après, pas forcément. Mais ça va montrer comment la conscience, elle bouge et comment elle est faite. Est-ce que toi, tu vois des liens aussi entre des trans qui sont dans des cadres, un cadre profane ou sacré ou on va dire laïque? J'interviewais il n'y a pas longtemps Blanche de Richemont qui parlait des soufis et dans l'expérience qu'elle avait eue avec les soufis, il lui disait, mais finalement, si on n'est pas relié à une source, à Dieu, certains appelleraient ça l'univers, l'amour, peu importe, on n'est pas dans un cadre religieux, on perd son centre. Alors que si on est vraiment aligné avec cette source, c'est-à-dire qu'abandonné dans une forme justement de transcendance, il y a un mystère qui s'invite qui permet en fait que la transe, alors dans le cas des soufis, qu'ils ne tombent pas, ils disaient. Est-ce que toi tu vois des différences justement quand le sacré s'invite versus quand on est dans un cadre plus laïque, profane? J'arrive pas à répondre à cette question, j'ai pas assez d'expérience. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des expériences en état de conscience modifié ou des expériences de transe. Par exemple, moi j'utilise la musique pour créer de la transe. Il y a des techniques en musique et de préparation, on va dire, de l'accueil pour les immersions sonores, comme je les appelle, qui vont favoriser la défocalisation et la perte de repères habituels. Parce que quand on commence à un peu désorienter les gens, d'une manière ou d'une autre, avec le son, on peut désorienter les gens, et puis aussi avec la qualité des styles de musique et les surprises. C'est très important qu'il y ait des surprises en musique. En fait, au bout d'un moment, la personne, elle va devoir se réguler autrement, donc elle va rentrer en transe. Et des fois, avec la musique, on arrive à ce que moi j'appelle le silence vibrationnel. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il y a plus rien, il n'y a pas beaucoup de couches ou de création ou de réalisation en état de transe, parce qu'il peut y avoir des transes très colorées, avec des visions, des représentations, des connexions avec des mondes subtils, que sais-je, je ne sais pas. Mais il y a aussi un style d'expérience de transe où il y a une espèce de silence. Mais le silence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est pour ça que je l'appelle silence vibrationnel. C'est très dense, en fait. Et puis de là, il y a tout qui peut émerger. Puis dans ce silence-là, c'est comme s'il n'y a plus rien qui bouge, mais tout peut bouger. Et moi, je pense qu'on peut expérimenter ça dans n'importe quel cadre. Ça fait partie de la phénoménologie de conscience. Oui. Et bien sûr, il y a des cadres qui vont favoriser ça un peu plus que d'autres. Mais que ce soit profane ou sacré, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'il y a quand même des mises en garde qu'on peut faire à ce sujet pour certaines pratiques où justement tu dis il y a besoin quand même d'avoir un accompagnant? Je pense notamment un peu au néo-chamanisme. On n'a pas parlé du set and setting, mais j'en avais parlé avec Albert Moukébert, qui existe depuis longtemps. On en avait parlé aussi tous les deux hors antenne, c'est-à-dire du cadre, du contexte. C'est ça le set and setting, c'est-à-dire dans quel contexte en fait on le fait. Oui. Et c'est vrai que quand on va expérimenter des psychédéliques dans une autre culture qui n'est pas la nôtre, par exemple dans la jungle, et qu'en fait on a toujours vécu en Suisse, est-ce que pour toi il peut y avoir un décalage? Alors le set and setting dont tu viens de faire référence, c'est dans les 4 paramètres que je citais avant. Je n'avais pas utilisé le mot set and setting, mais c'est tout à fait ça. Donc oui, pour vivre un état de transe,
quelle que soit la technologie utilisée, il faut vraiment être attentif à plusieurs paramètres. Je vais les redire parce que pour moi c'est très important. Donc, il y a ce qu'on appelle le set and setting. Donc ça vient de l'anglais. Le set, ça veut dire c'est l'état de la personne dans laquelle la personne elle est là, ou comment elle arrive au moment où les transitions en état de conscience modifié arrivent, avec quoi elle est à l'intérieur d'elle. Et souvent les gens parlent de mindset, donc c'est l'état d'esprit. Et puis moi je parle aussi de body set. En particulier, c'est très important cette chose-là, surtout pour la musique, parce que la musique, elle passe aussi beaucoup par le corps, c'est-à-dire par le sens somesthésique. Je fais une petite parenthèse sur la musique, parce que pour moi, c'est très important. Souvent, la musique, on pense que c'est acoustique, ça passe par les oreilles, il y a la psychoacousie, c'est la manière dont on réagit au son, et puis il y a les airs acoustiques dans le cerveau, les oreilles, tout ça. Puis on a une assez bonne idée de ce sens-là. Mais en fait, le son, il passe aussi par la vibration, il passe par le corps, on a beaucoup de récepteurs à la vibration, on a des mécanorécepteurs dans tout le corps, les fascias, sous la peau, même dans les os, muscles. j'imagine. Je sais, sur les fascias des os, je pense. Dans les os, je sais plus. Et puis tout ça, c'est le sens somesthésique. Et puis le sens somesthésique, en fait, il est relié, c'est le seul sens qui est relié, qu'on appelle ça, il a des afférences sur tout le système nerveux central. Pas les autres sens. Les autres sens, c'est très local. Donc le body set, il est très important aussi. J'ai précisé ceci parce que souvent, il n'est pas utilisé. On parle beaucoup du mindset, mais pas le body set. Oui. Et moi, dans les immersions sonores, je travaille beaucoup sur le body set. Et puis, donc ça, c'est le set. Le setting, c'est le cadre dans lequel l'expérience se déroule. L'intention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche, comment on crée une enveloppe. Ensuite, il y a aussi l'expérience de celui qui guide, ou du groupe qui guide, parce que des fois, c'est plusieurs personnes. Ça peut être aussi un équilibre, une vision socioculturelle, etc. Et puis, l'autre chose, c'est aussi le groupe. Quand on fait ça en groupe, évidemment qu'il y a des influences. Donc ça, c'est le 4e paramètre, c'est la vibration du groupe ou la cohésion ou la cohérence du groupe. Et des fois, on parle un peu moins de cette cohérence du groupe parce qu'on a beaucoup l'idée que des fois, c'est en séance individuelle, en tout cas en médecine, mais il y a des séances de groupe. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, peut-être que tu as parlé plusieurs fois d'immersion sonore. Dire que tu utilises la musique dans ta pratique et parfois associée au psychédélique, en libéral, donc là, en tant que médecin psychiatre. Et puis, à côté, tu organises aussi, en tant qu'artiste, des immersions sonores où là, on n'est plus dans un cadre médical. Peut-être nous parler des deux? Oui, alors je guide des immersions sonores très régulièrement. Et ça, c'est seulement avec la musique. Donc ça, c'est l'artiste en moi qui officie. Donc là, on peut dire que je suis un artiste sonore, un musicien multi-instrumentiste, musicien ou artiste de trance. Et puis ça, c'est tout public. Et puis c'est... Voilà, toi, tu le fais souvent en Suisse et tu l'as fait dans des lieux aussi assez extraordinaires quand même. Oui. Tu vas nous en parler. Oui, alors... merci de la question. Oui, je suis très sensible au lieu aussi et à l'acoustique. Donc, pour que je puisse guider une immersion sonore, j'ai besoin de l'énergie du lieu, le génie du lieu. J'ai besoin que moi, je sois sensible au lieu, que le lieu me parle, qu'il y ait une certaine énergie, et que l'acoustique soit excellente, parce que je joue qu'en acoustique, sans amplification. Donc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de technologie. C'est très important. C'est vraiment du son direct. Et plus l'espace porte le son de manière vibratoire, de manière authentique, plus il va rentrer dans la conscience des gens et plus il va y avoir un dialogue profond entre le musicien et le public et plus on va être tous ensemble dans un même bateau, un même vaisseau qui va voguer sur des couches d'émerveillement. Et notamment... tu t'en la perches avec ton idée de bateau, là. Oui, j'y viens. Tu viens, je te vois venir à la grotte. Oui. Je n'y étais pas, moi, mais... Oui, donc j'ai donné une immersion sonore sur le plus grand lac souterrain d'Europe, en Valais, en Suisse. Ça s'appelle le lac Saint-Léonard. Donc voilà, c'est un lac souterrain. Et au-dessus de nous, on a une voûte, une grotte, c'est une cave. Et puis la conjonction de l'air et de l'eau est magnifique pour le son. C'est une basilique sonore, cet endroit. L'eau absorbe un peu la résonance que la grotte, l'air, pourrait donner au son qui se mettrait à trop tournoyer et qui ne permettrait pas de rentrer dans la conscience des gens. Donc en fait, c'est vraiment une basilique sonore. Et en plus, on est tous sur des bateaux, sur des barques. Donc c'est un lac, donc le public est sur des barges
Et moi, la scène, c'est aussi une barge. Donc tout bouge tout le temps. Tout Je est sens mouvant. que mes auditrices et mes auditeurs vont nous redemander un jour de refaire pour eux un concert. Ce serait intéressant d'ailleurs, vous nous disiez, vous qui nous écoutez sur nos réseaux, si vous avez envie un jour d'assister à ce type de concert. Voilà, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intrigue? Peut-être tu pourrais nous expliquer quel type d'instrument justement tu joues, parce que c'est très important. Tu ne joues pas, je l'ai dit un peu en introduction, d'un seul instrument, que d'un instrument. Et puis, tu le fais selon un procédé assez particulier, c'est-à-dire que tu n'as pas une partition et tu ne joues pas quelque chose de prémédité. Il y a beaucoup d'improvisation, même si évidemment il y a des choses qui reviennent. Et est-ce que pour toi, tu te considères aussi comme sonothérapeute en faisant ça? Voilà, ça fait plusieurs questions en une, mais peut-être sur la première. Alors pour répondre à ton lien avec tes auditeurs, auditrices, on pourrait faire une immersion sonore Lac Saint-Léonard Métamorphose. Ah, ce serait génial. Tiens, on vient de lancer un truc top. Combien de personnes on peut accueillir là? 100. 100, voilà. Donc Ouais. les 100 premiers là, qui vont nous dire « j'en suis ». On réfléchira à ça. C'est vraiment un lieu magique. Et prochainement, je prépare une immersion sonore dans une grotte. Voilà, donc j'ai de temps en temps des lieux que j'investis pour créer, faire des créations. Et puis... D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais à la fin de cette interview, je fais juste une petite parenthèse, tu nous offriras un morceau de piano qu'on passera, voilà, pour les personnes qui souhaitent un peu écouter ta pratique. Avec plaisir. Alors moi, je joue d'une dizaine d'instruments, principalement le piano. Donc j'ai fait le conservatoire en piano classique, puis en piano jazz. J'ai aussi étudié la composition. Et puis ensuite, je me suis ouvert à beaucoup d'instruments. Donc je joue pas mal de tambours, de percussions. D'ailleurs, petit, moi, je voulais faire de la percussion, je voulais jouer du tambour. Mes parents n'ont pas voulu, ils ont trouvé que ça faisait trop de bruit, alors ils m'ont mis au piano. Et ils ont un petit peu regretté parce que je joue le piano parfois de manière assez percussive. J'ai d'ailleurs une fois cassé une corde de piano tellement je jouais de manière vibratoire. Il faut savoir que c'est quasiment impossible de casser une corde de piano en la faisant vibrer et par répétition. Et l'accordeur de piano à l'époque, il a été très surpris. Et en fait, il a dû venir 2 fois parce que j'ai cassé 2 fois une corde. Oui, donc Alors, tes mes parents parents s'en souviennent encore. Oui. Il ne faut pas m'interdire de faire une chose. Oui. Je vais la faire. No matter what. Donc, aujourd'hui, je joue de l'accordéon, du concertina, beaucoup de tambours. J'adore les tambours. Je joue de la guimbarde, du didgeridoo. Je chante. Je fais différentes techniques vocales. Du chant en voix pleine, du chant diphonique, du chant guttural. Tu donnes des cours aussi, d'ailleurs. Oui, je donne des cours de chant diphonique occasionnellement. J'ai donné une masterclass pour l'Association suisse des professeurs de chant, la section suisse romande. C'était magnifique comme échange avec eux. J'ai aussi enseigné le didgeridoo dans les années 90. En parallèle de mes études de médecine, j'enseignais le didgeridoo. Cet instrument qui vient d'Australie. Oui, hein. c'est un corps australien. Peut-être on prendra une photo tout à l'heure avec le didgeridoo. Oui, puis avec plaisir. on pense à notre monteur Philippe qui aime aussi tant cet instrument. Oui, exactement. Spéciale dédicace à Philippe. Voilà, petit poke à Philippe. Je joue aussi du handpan. Alors sur donc tous ces instruments, est-ce que tu te définis un peu comme un sonothérapeute? Ce serait quoi pour toi d'ailleurs, la thérapie par le son? Ouais. Alors je vais juste faire encore... Je joue aussi des cloches, des vraies cloches de vache. Donc je récupère les cloches chez les agriculteurs. Donc il y a des cloches qu'on appelle clarines qui sont en bronze, qui ont une résonance particulière. Et puis j'ai aussi des toupins. Ça c'est des cloches beaucoup plus grosses en métal forgé. J'ai des petits bols tibétains, mais j'ai principalement des gongs et j'aime beaucoup l'association gong et tambour. D'ailleurs dans tes immersions sonores, tiens maintenant c'est moi qui pars sur une digression, tu as justement des instruments de prédilection, par exemple, pour démarrer une immersion, le milieu bouclé, etc. Oui. Tout ça, c'est quand même un peu processé. Oui, il y a une forme à une immersion sonore, il y a une structuration énergétique, il y a une structuration acoustique. Ça va dépendre du lieu. J'ai beaucoup besoin de l'architecture sonore pour m'aider. En fait, moi, si tu veux, l'acoustique du lieu, c'est l'instrument secret. Moi, je joue dans le ventre du lieu. Donc moi, avec mes 10 instruments, je suis l'hôte d'un ventre sonore qui est le lieu.
Et ça, c'est majeur dans ce que je propose. Et donc, il y a un écho entre lui et moi. Et lui, il va amplifier mes instruments. Donc, selon ce que je sens, selon le lieu, je vais structurer un peu différemment ma vague. D'ailleurs, tout au début, quand j'ai commencé à donner mes immersions sonores, j'ai appelé ça vague au corps. C'est très beau. Puisque tu parles d'acoustique, il y a un très grand acousticien, André Lapère, qui a salué ton travail et aussi la beauté de l'acoustique des lieux où tu fais tes immersions. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer André Lapère, celui qui a refait l'acoustique de l'auditorium Stravinsky à Montreux. Exactement, donc il faut savoir, Montreux, c'est la ville haute du Montreux Jazz Festival, un des plus grands festivals de jazz au monde. Et puis en fait, à un moment donné, il a fallu refaire l'acoustique, et c'est cet expert qu'on a appelé, on l'a surnommé le docteur du son, tellement il a réussi à transformer ce lieu. Donc c'est un génie du son, et puis nous sommes amis. Et puis il est venu chez moi pour tester l'acoustique. Donc moi, dans mon lieu de vie, j'ai 2 espaces acoustiques, j'ai 2 salons sonores. Il les a testés les 2, il a dit que j'avais 2 auditoriums. Voilà, incroyable. Donc on peut venir chez toi et s'inscrire pour une immersion sonore. Oui. Donc j'ai la chance de vivre dans un monument historique en Suisse, près de Lausanne, qui s'appelle la Maison Maillardeau, qui a 420 ans d'âge. Et puis dans ce lieu, il y a 2 salons dont l'acoustique est excellente. Et c'est là-dedans que je donne régulièrement mes immersions sonores, à domicile, un peu comme des concerts à la maison. Et puis j'aimerais aussi préciser une chose par rapport à l'acoustique. Donc effectivement, j'ai la chance de côtoyer André Lapère. Et puis lui, vraiment, grâce à lui, je me forme et je m'informe de ce que c'est l'acoustique et le son. Donc depuis sa rencontre, j'ai beaucoup modifié ma manière de jouer et ma compréhension. Donc j'ai trouvé incroyable de pouvoir, en tant que musicien, rencontrer un docteur du son, un génie du son, parce qu'en fait, ça m'a changé ma vision et ma compréhension musicale. Alors, qu'est-ce que fait le son, justement, sur les structures de l'être, sur à la fois le cerveau, évidemment, mais tout l'être, avec une vision holistique de qui nous sommes, véritablement. On ne peut pas parler que de la réception de la vibration sur le cerveau, évidemment. Alors, par rapport à l'acoustique, si l'espace acoustique, la structuration acoustique d'un espace est telle que le son, la manière dont il est produit par le musicien, il va traverser l'espace sonore. En plus, il va être agrémenté de tous les à côté que l'espace va donner. Il peut rentrer très profondément dans la conscience de l'autre et dans le corps. Donc en fait, l'acoustique, une très bonne acoustique, elle va porter le son de la manière la plus authentique. Elle va être, pendant le transport, le son va être agrémenté des effets de l'espace. Et tout ça, ça peut rentrer beaucoup plus profondément, beaucoup plus rapidement dans la conscience d'un être humain. Ça ne veut pas seulement dire par les oreilles, ça veut aussi dire par l'ensemble du corps, toutes les couches somesthésiques. Donc en fait, une particularité que j'ai chez moi, c'est que le son, il va passer de manière aérienne, mais aussi solidienne. Parce que le son, il passe dans le bois. Donc, c'est une espèce de sandwich. Le son, il va caresser les oreilles et la peau, et puis la vibration, elle va rentrer dans les couches profondes du corps, les os, la structure musculo-squelettique. Et c'est cet ensemble-là qui peut être très percutante. Plus ensuite, peut-être, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, dans cette idée de contexte, le fait que ce soit aussi un groupe, parfois, oui, avec les énergies du groupe à ce moment-là. Alors, on peut tous imaginer, sans parler de tes immersions, d'avoir ressenti quand on est allé à un concert, cette cohésion humaine qui d'un seul coup se met, il y a une forme d'unisson qui peut s'opérer, ou pas d'ailleurs, qui est un phénomène de groupe amplifié par les vibrations. Complètement. Et une chose qui est aussi importante dans mes immersions sonores, c'est que le corps, il est libre. C'est-à-dire, il n'y a pas de chaise, ou il y a quelques chaises, mais surtout, il y a des tapis de yoga. Et pour écouter le son, on peut bouger son corps aussi. Donc, c'est une histoire de mindset, comme j'ai dit, et une histoire de body set. Donc, j'ai des gens qui écoutent mes immersions sonores à plat ventre, parce qu'ils sentent que les vibrations passent dans le sol. J'ai des gens qui écoutent mes immersions sonores de dos. Ils me tournent le dos pour recevoir le dos par derrière. D'autres qui mettent les mains près des murs, parce qu'en fait, le son, il va galoper le long des murs. Les basses fréquences galopent, les hautes fréquences passent en haut, reviennent. Il faut imaginer une danse. Toutes les couches sonores, les basses fréquences, les fréquences moyennes et les fréquences hautes, elles dansent entre elles, en fait. Elles ricochent contre les murs, et puis elles reviennent pour créer une unité qui va rentrer dans la personne.
Donc on peut écouter le son avec ses oreilles, on peut écouter le son avec son dos, on peut écouter le son avec les mains. Si on met les mains proches des murs, on va sentir autre chose que proche du sol. Donc voilà, donc c'est très important que le corps soit libre. Alors, les personnes qui viennent te voir en libéral, en cabinet, pour faire un travail, par exemple, avec les psychédéliques et la musique, c'est une chose. Les gens qui viennent aux immersions sonores, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent pour vivre une expérience, parce que par curiosité? Est-ce qu'ils cherchent pour certains quelque chose, c'est-à-dire peut-être d'une certaine manière à guérir, entre guillemets, je mets des guillemets parce que le mot guérison il peut être employé à toutes les choses. Quelle est l'intention finalement? Je ne peux pas tellement dire parce que je ne pose pas la question. Il y a des partages à la fin? Oui, alors oui, j'ai beaucoup de témoignages, Oui. Bien sûr, mais... Je l'ai expérimenté moi-même, Oui. l'immersion sonore. Effectivement, donc il y a ces partages, c'est très beau que le groupe partage. Il y a quoi, une petite dizaine de personnes dans en tout cas quand c'est à ton domicile? Chez moi, il y a une quinzaine. Quinzaine, Oui. tu peux accueillir. Une quinzaine de personnes. Oui, il y a souvent, disons, une immersion sonore, elle a plusieurs... elle commence par l'accueil. Donc moi, j'accueille chacun. D'ailleurs, à mon premier concert public, où il y avait une 50aine de personnes, moi, j'étais à la porte. Et j'ai accueilli chacun, et j'ai aidé les gens à s'installer. Et puis ensuite, je me suis assis sur une chaise à côté de la porte. J'avais une petite chaise. Et puis j'ai attendu un peu le silence. Et puis quand le silence était là, je suis monté sur scène. Et les gens m'ont dit qu'ils étaient très surpris que c'était moi le musicien. D'habitude, le musicien, il est dans la loge et il émerge des coulisses. Voilà, donc c'est vrai. Ouais. Donc en fait, ça commence par l'accueil. Ensuite, ça commence par un petit peu d'explication, mais pas trop, pour pas activer les couches cognitives. Ensuite, c'est une relaxation méditation. Ensuite, il y a le voyage sonore, donc il y a la vague sonore. Et ensuite, il y a, très important, le silence. Donc il n'y a pas d'applaudissements et on reste en silence. Et ensuite, si on veut, il y a un espace de parole pour partager. Et donc j'ai effectivement beaucoup de témoignages de l'effet des immersions sonores. Donc moi, je ne donne pas une intention thérapeutique. Tu m'as posé la question de la sonothérapie avant. Oui, je n'ai pas encore répondu. Moi, je suis vraiment un artiste sonore, un artiste de trance, quand j'officie en tant que musicien. Puis à mon cabinet, quand j'officie en thérapie psychédélique, je suis à la fois psychothérapeute, médecin et guide de la séance psychédélique avec la musique, parce que je joue en direct de la musique improvisée pour mes patients. Donc c'est très distinct, ces types d'activités. Mais évidemment, dans une immersion sonore, quand je joue comme artiste, quelqu'un peut rentrer dans une transe très profonde et avoir des réalisations intérieures majeures et se sentir soulagé. Donc moi, je n'ai pas une intention de guérison. Et puis là, il y a une différence entre le mot... moi, c'est très soigné, tout ce que je fais. Il y a beaucoup de soins. Et le fait que tu sois médecin psychiatre, les gens le savent toujours. Est-ce que ça les rassure quand même si tu n'es pas dans ce cadre-là, on le répète. Je ne sais pas si des fois les gens viennent sans savoir que je suis médecin psychiatre. Peut-être ça arrive aussi, moins maintenant, puisque les deux casquettes sont ensemble aujourd'hui, au début moins. Mais je voulais juste finir sur le mot soin. Il y a une confusion des fois. En anglais, on a deux mots. Oui, care and cure. Ils sont très proches, en plus, c'est joli. Oui, très. Care, c'est prendre soin, être attentif, puis cure, c'est soigner, guérir. Et puis en français, on n'a pas cette distinction, on dit soigner. Donc, mes immersions sonores, il y a beaucoup de soins. Il n'y a pas une intention de guérison au sens de faire une action thérapeutique. Mais les actions thérapeutiques arrivent par elles-mêmes, parfois. Mais moi, j'agis vraiment comme artiste. C'est ça. Alors justement, est-ce que c'est la vocation d'un sonothérapeute? Pour revenir, est-ce que toi, tu te reconnais dans ce mot? Est-ce que la communauté des sonothérapeutes, puisque c'est aussi un métier finalement artistique et puis du care, du prendre soin qui est en train de se développer, tu te reconnais quand même dans cette lignée-là également? C'est un peu compliqué. La sonothérapie, c'est vraiment un champ très vaste. Il y a aussi les musicothérapeutes qui rentrent dans cette... Bien sûr, sonothérapeute, musicothérapeute. Je pense aussi au Kototama, c'est ça, des Japonais? Oui. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je crois que c'est ça. Kototama, oui. Oui, il y a le yoga du son aussi là derrière. Exactement, en fait, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de traditions musicales et de son avec une intention et une expérience et une tradition de soin. Moi, je n'arrive pas de ça. En Europe, on a l'image du sonothérapeute avec des bols tibétains, des gongs et d'autres instruments magnifiques. Et puis, la plupart des sonothérapeutes ou des écoles de sonothérapie ne sélectionnent pas les gens pour leur art musical. Ce ne sont pas forcément des musiciens. Donc il y a vraiment différents
typologie de gens qui utilisent le son. Il y a des gens qui viennent du yoga, donc ça veut dire qu'ils ont une grande sensibilité corporelle aux énergies, à la subtilité, et qui achètent des instruments et suivent des formations pour devenir sonothérapeutes, mais ils n'ont pas de culture et de connaissances musicales. Et puis il y a des musiciens aussi qui n'ont pas de culture thérapeutique ou de formation, puis ils jouent une musique de l'âme, spontanément. On pense à François-Marie Dru, par exemple, voilà, que j'ai reçu dans Métamorphose et que tu as rencontré. Si tu nous écoutes, François-Marie, voilà. Ouais. C'est ça. On pensait à toi. Ouais, on pensait à toi. Exactement. Donc c'est tout un mélange. Et puis, moi, j'arrive un peu avec les deux extrêmes en même temps. Donc, je suis psychothérapeute, thérapeute, médecin. Et puis, je suis très musicien. Et puis, je mélange tout ça. Donc, je peux ni me définir comme un musicothérapeute. En plus, je n'ai pas la formation. Et puis, sonothérapeute, au sens strict, non plus, parce que je n'ai pas fait d'école. Donc, je mélange un peu tout ça. Donc ça, c'est intéressant. On a parlé tout à l'heure de ces états modifiés de conscience. Je reviens juste un petit peu là-dessus parce qu'on n'a pas répondu peut-être à la question sur le set and setting. Est-ce que pour toi, c'est chouette aussi de faire des expériences qui sont des expériences de notre culture? Oui, alors, de notre culture, bien sûr. Et le LSD, je voulais en parler. C'est vraiment très important ce qui se passe avec le LSD. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il faut absolument l'essayer. C'est très complexe comme substance, mais historiquement, c'est très important le LSD. L'Europe occidentale, l'Occident n'a pas, en tout cas l'Europe occidentale, n'a pas une grande expérience et des traditions très fortes ou très connues sur l'usage de substances psychédéliques ou psychoactives puissantes. On a des substances psychoactives natives qui poussent chez nous, la belladone, la datura, l'ergot de seigle, la mandragore, par exemple. Mais on a des traditions un petit peu moins fortes autour de ça, si on compare ça au bassin amazonien qui utilise l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est comme un breuvage très particulier, parce qu'il faut la conjonction de deux substances, de deux plantes différentes pour que les substances actives sur le cerveau arrivent dans le cerveau. Donc c'est quand même incroyable qu'ils aient réussi à développer ce breuvage. Il y a une très forte tradition de ça. Les champignons hallucinogènes, donc la psilocybine, notamment au Mexique, les traditions mazatèques et autres, etc. Et puis nous, l'Occident, on n'a pas des plantes ou même des animaux. Il y a des animaux qui ont des substances psychédéliques dans leur sueur. On pense au crapaud, oui. Oui, qu'on peut lécher, des choses comme ça. Et donc l'Europe était un petit peu pas frileuse, mais elle n'a pas des substances psychoactives facilement manipulables, utilisables. Les 4 plantes que j'ai citées avant, on peut les utiliser, mais la marge thérapeutique, la marge entre l'effet thérapeutique et l'effet toxique est très proche. Ça veut dire qu'elles sont très dures à manipuler parce qu'on risque d'intoxifier et de tuer les gens. On imagine que les druides celtes connaissaient peut-être ces usages. J'imagine, Voilà, moi je suis pas du tout spécialiste du sujet. Et puis, un jour, en 1943, dans un laboratoire de chimie, un chimiste suisse développe, il semi-synthétise le LSD. Et du coup, on a ces substances. Le LSD est très particulier. D'abord, il faut à peu près 1000 fois moins de doses pour avoir des effets qui perturbent fortement la conscience. Donc, on est en microgrammes quand on donne du LSD, alors que pour toutes les autres substances, on est en milligrammes. Donc, d'un point de vue de puissance d'effet, ça ne veut pas dire que c'est mieux que les autres. Ça perturbe le cerveau avec une toute petite dose, 1000 fois moins que les autres, ça perturbe grandement le cerveau. Le LSD agit sur un nombre de récepteurs vraiment majeur. Donc c'est un peu une substance particulière. Et puis elle a émergé dans des laboratoires suisses. Un peu par hasard. Oui. En fait, on connaissait l'ergot de seigle, qui a des vertus vasoconstrictrices, c'est-à-dire pour serrer les vaisseaux sanguins, notamment pour traiter les maux de tête. Donc en fait, il était plutôt à essayer de découvrir ça. Et puis, voilà, il a modifié la molécule. On est à l'ère de la semi-synthèse. Et puis, tout d'un coup, il a fait le LSD 25, c'est-à-dire il a changé sur le carbone 25, une configuration biochimique. Et puis ensuite, il l'a ingéré, lui, comme ça, il ne savait pas tout ce qu'il y avait. Et puis, il a eu un effet psychédélique majeur. Et puis, on appelle ça, maintenant, ça s'appelle le bicycle day. Oui, parce qu'il partait à vélo, là, c'est ça. Parce qu'en fait, il rentrait chez lui en vélo, et c'est là que l'effet s'est développé. Ouais. Et puis, il voyait des trous dans la route, ou je ne sais plus exactement. Et voilà. Et du coup, donc, le LSD a émergé dans des laboratoires, et puis tout d'un coup, il y a toute une culture, et puis tout un art thérapeutique qui est en train d'émerger autour du LSD. Et ça, c'est important pour moi de le lire, parce que, bien sûr, qu'il y a des traditions chamaniques très anciennes, à l'ayahuasca,
les champignons chez les Mazatèques ou autres, et d'autres que je ne cite pas parce que je ne suis pas ni un anthropologue ni un érudit de toutes les substances psychédéliques et les usages cérémoniels qui existent dans le monde. Mais tout d'un coup, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une substance majeure qui a émergé dans le champ. Donc on doit apprendre à l'utiliser, on doit apprendre à ce qu'elle nous fait, ce qu'elle nous a apporté sur le plan de la compréhension de la conscience. Parce que là, on a beaucoup parlé un peu de thérapie et d'état de conscience modifié, mais une des choses qu'il y a derrière les pratiques d'état de conscience modifié, c'est l'éducation à la phénoménologie de conscience profonde. Oui. Donc en fait, c'est la sagesse derrière. Oui. Ben, on en a un petit peu parlé quand on a parlé de l'émergence tout à l'heure et du surgissement, mais c'est vrai qu'on pourrait creuser un peu plus. Oui. Donc vraiment, il y a une notion de sagesse au sens large, c'est-à-dire connaissance de soi, connaissance du monde, connexion au monde. C'est majeur en fait. Mais il n'y a pas que les psychédéliques. C'est ce que j'allais dire, bien sûr, c'est important de le redire. Les états de conscience modifiés permettent ça. C'est-à-dire on doit changer l'état de conscience de sa routine habituelle, du monde ordinaire, de la régulation de nos vies ordinaires, puis rentrer dans d'autres royaumes. Puis c'est la conjonction de ces royaumes-là, ordinaires, extraordinaires, qui vont nous donner la substance de ce que c'est la conscience. Et ça permet d'être en lien avec le monde, notamment la nature. Donc pour moi, c'est très important de comprendre ça. Tu peux justement, dans ce lien peut-être à la nature, expliquer que c'est peut-être pas une question de vitesse, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas forcément plus vite, mais il y a un élargissement plutôt qui se produit. C'est pas une question de... Parce qu'on pourrait dire, finalement, c'est la marche qui fait la beauté d'un paysage. C'est pas forcément d'arriver plus vite en haut de la montagne. Donc, l'objectif de ces substances, c'est pas forcément d'avoir des expériences extatiques plus rapides, mais plutôt d'être dans quelque chose qui est plus vaste. C'est très difficile pour moi de dire quel est l'apport des substances psychoactives par rapport aux autres technologies des états de conscience modifiés. C'est vrai que c'est très à la mode, les substances, puis c'est assez fascinant, en fait. Moi, je dirais le défaut des substances psychoactives, des psychédéliques, c'est la fascination qu'elles créent. La fascination, c'est une espèce de jeunesse, et puis ça engage... la fascination, elle engage la conscience, la psychologie, dans un terrain un peu fermé. Les autres techniques de conscience modifiée, d'état de conscience modifié, elles ont moins ça. Maintenant, dire les unes par rapport aux autres, moi, j'arrive pas à répondre. Moi, ce que je peux dire, c'est l'exploration de la conscience, de la sagesse, au sens de la structuration de conscience, puis de comprendre qui on est et comment on est en lien avec la nature. La nature, tout. L'intelligence de la nature, la beauté de la nature, la puissance de la nature. Je dis une chose, quand une femme accouche, c'est la nature qui régule l'accouchement, la croissance du bébé et du fœtus aussi. Donc ça veut dire à ce moment-là, la femme qui accouche, elle peut vivre une expérience de connexion, je pense, extrêmement profonde, parce qu'elle est en lien direct avec la nature qui a créé ces mammifères qui se reproduisent de cette manière-là. D'ailleurs, tu as accompagné une femme qui accouchait avec la musique. Oui, j'ai été invité, c'était magnifique, j'ai été invité à accompagner un accouchement dans un hôpital avec le son. Exactement. Notre propre voix peut avoir cet effet-là, la voix des autres, la voix des instruments des autres, mais aussi notre propre chant a cet effet-là, nous permet d'élargir la conscience quand on rentre dans notre propre voix. Est-ce qu'on aurait intérêt, ma question derrière ça, c'est peut-être à plus l'expérimenter finalement au quotidien, même si on n'est pas forcément chanteur. Tu parles du chant chanté, là ? Oui. Oui, le chant est magnifique. D'abord, chanter ensemble, c'est vraiment une expérience de beauté, de cohésion majeure. Moi, je viens d'un canton en Suisse qui s'appelle le canton de Fribourg. Oui. Tout Fribourgeois est chanteur. Comme étaient tes parents, je le disais en introduction. C'était pas leur métier, mais ils étaient très bons chanteurs, ton père notamment. Oui. Ma mère aussi, elle a chanté au chœur de l'opéra. Mon père chantait dans un octuordome. C'est une basse. Mon père était une basse profonde, incroyable. Et puis, donc le chant, c'est magnifique. C'est une cohésion sociale. C'est être ensemble. C'est aussi partager des codes culturels et une culture. Mais ça peut aussi être l'occasion d'explorer certains états de conscience motivés, parce qu'il y a des techniques de chant qui modifient les états de conscience. Là, je parlais plutôt du chant choral. Donc, c'est très vaste, le chant. Pour toi, peut-être, on arrive à la fin de cette émission, Vincent Lioda. Qu'est-ce que serait la conscience, en fait, pour toi ? C'est une très vaste question, je sais. Mais ta perception à toi de la conscience ? C'est le but final pour moi de l'exploration de la conscience ou des couches de la conscience,
c'est vraiment être en silence. Quand on est en silence, tout peut émerger. Et on entend la moindre variation qu'il y a dans le chant. Quand on est en silence, on entend le petit bruissement de l'air qui rentre. On entend le pétale de fleurs qui se détache et qui tombe dans l'herbe. Et donc ça veut dire, quand on est en silence, pour moi, on est en connexion avec tout. C'est très beau. Merci infiniment, Vincent Lioda, d'être venu parler à la fois des bienfaits de la musique sur notre bien-être, sur nos êtres. Je rappelle que tu es médecin psychiatre et puis multi-instrumentiste, comme tu viens de très bien le décrire. Et puis on va entendre maintenant un petit morceau de piano. Je rappelle aussi, mais de toute façon on le retrouvera sur nos réseaux sociaux, qu'on peut te retrouver toutes tes actualités, tes immersions sonores, tout ce que tu organises aussi sur ce volet artistique sur ton site davinci.art. Je redis davince.art.art. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.